Je voudrais remercier la Haute École de Santé de m'avoir invitée à venir présenter mon travail. Et je voudrais remercier tout particulièrement Séverine Rey, Sunita Beauvais et Marc-Antoine Berthaud pour leur accueil très chaleureux. C'est toujours agréable. Je voudrais rendre compte ici en fait, d'une recherche que j'ai faite sur la prise en charge de la mort par l'hôpital et plus précisément sur ce qui advient après le décès. La fin de vie et la mort font l'objet depuis une cinquantaine d'années d'une médicalisation qui va croissante et qui a plusieurs facettes, en fait, qui prend plusieurs formes, qui se déploient dans des directions multiples. En France, depuis le milieu des années 70, l'hôpital est devenu le premier lieu du décès. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la population mourait majoritairement à domicile. Donc, si on reprend les chiffres, en 1950, 72% des décès avaient lieu à domicile, tandis que 20% seulement de la population mourait dans une institution de soins, donc c'est-à-dire soit un hôpital, soit une clinique, soit une maison de retraite. J'ai une petite courbe là pour vous montrer comment ça s'est passé. Et la situation s'est inversée dans les années qui ont suivi la guerre, en fait, pendant la période dite des 30 Glorieuses, notamment avec la mise en place de la sécurité sociale et la réforme hospitalière instituant les CHU, puis elle s'est rapidement stabilisée. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit sur cette courbe, la proportion s'est donc inversée. 68% des décès ont lieu dans un établissement de santé et 26% à domicile. Ce sont des chiffres qui restent stables depuis en gros les années 80. Ce déplacement des décès depuis l'univers privé, familial, vers la sphère hospitalière, médicale, marque une première étape, en fait, constitue un premier aspect du mouvement de professionnalisation et de médicalisation de la mort. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs facettes. Alors parallèlement, dans un contexte marqué par la progression des maladies chroniques, les progrès médicaux réalisés dans la gestion des maladies graves, en particulier dans le cancer, ont permis un allongement des durées de survie des personnes atteintes. De ce fait, toute la période qui précède la mort s'est allongée. En fait, la fin de vie est devenue un temps de l'existence à part entière. Dans ce contexte, la mort change de visage. Elle est attendue, préparée, anticipée, voire programmée. Elle n'est plus ce qui surgit par-delà les limites de l'action médicale, elle en fait désormais intrinsèquement partie. Et une récente enquête de l'INED montre qu'un décès sur deux résulte d'une décision médicale. Tout un dispositif de gestion collective de l'événement se met donc en place. Et c'est à la construction de ces dispositifs qu'on est actuellement en train d'assister. C'est donc là un second aspect, plus récent, des transformations liées au processus de médicalisation de la mort et qui bouleversent sans doute plus profondément encore que le premier nos façons de traiter et de percevoir la mort. Enfin, la médicalisation de la fin de vie et de la mort, qui se traduit par une forte mobilisation des pouvoirs publics et par un intérêt renouvelé des sciences sociales pour ces questions, comme en témoigne cette journée, s'intensifie avec le vieillissement de la population. Muriel Pott l'a évoqué en montrant que ça posait des problèmes spécifiques, notamment pour les soins palliatifs. En France, aujourd'hui, 85% des décès surviennent après 60 ans et 50% des décès surviennent après 80 ans. Malgré une politique de maintien à domicile, la plupart des personnes âgées meurent à l'hôpital. Or, la part de la population la plus âgée va sensiblement augmenter dans les années à venir. D'ici à 2060, le nombre des personnes de plus de 75 ans va doubler. Ils étaient 5 millions, ils seront près de 12 millions en 2060. Ils vont donc passer de 8 à 16% de la population. Quant au nombre des personnes de plus de 85 ans, il va quadrupler et passer de environ 1 million à 5 millions de personnes. Donc dans ces conditions, la question de la prise en charge des décès constitue un problème de santé publique majeur. Longtemps considérée comme l'événement naturel par excellence, la mort, en se déplaçant sur la scène hospitalière, sur la scène médicale, est ainsi devenue sujet de débat, de controverse, de négociation et de décision. Et en fait, ce sont toutes nos pratiques de prise en charge de la mort qui s'en trouvent ébranlées et qui sont appelées à être profondément modifiées. En fait, en devenant un objet médical à part entière, la mort s'érige également comme une question politique de premier plan. Si une large part des réflexions se focalisent sur les problèmes posés par la prise en charge médicale de la fin de vie, donc sur des questions comme celle de l'euthanasie, de la sédation terminale, des limitations ou des arrêts de traitement, ou encore sur le nécessaire développement des soins palliatifs,
et sur la nature. On peut également s'interroger sur la place qui est faite aux morts après le décès. Que se passe-t-il lorsque la personne n'est plus à proprement parler un patient, mais devient un défunt? Comment est-ce que l'hôpital, et à travers lui la société, gère l'accompagnement de ces morts? C'est ce questionnement qui m'a amené à m'intéresser aux agents des chambres mortuaires, et plus largement en fait, à tout le travail de prise en charge des corps et de travail d'accueil des familles qui avait lieu dans ces espaces, et c'est ce dont je voudrais rendre compte aujourd'hui. Les chambres mortuaires sont le premier lieu de prise en charge des morts. En France, sur les 540 000 décès annuels, plus de la moitié passe par une chambre mortuaire. Pourtant, c'est un univers mal connu, y compris des personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Les soignants souvent ignorent bien souvent où elle est dans l'hôpital, qui y travaille et comment ça se passe. Premier lieu d'accueil des défunts et de leurs familles, la chambre mortuaire est en effet située dans l'institution dont le principe même, c'est-à-dire la recherche active de la santé, consiste à tout mettre en œuvre pour repousser la mort. Il y a donc là un dispositif qui crée une forme d'invisibilité. Paradoxalement, alors que leur gestion est devenue plus collective et s'est professionnalisée, on sait mal ce qu'il advient des corps des morts après le décès. De la mort à la maison, on a des représentations, on a des images. Celle un peu emblématique d'un défunt reposant sur son lit, la famille autour, recevant les proches venus se recueillir un moment, témoigner de leur présence. Ces images donnent à voir et par là incitent des pratiques, induisent des gestes. Il incombe à la famille de recevoir, aux proches de passer. Ces manières de faire auxquelles on se conforme donnent une place à chacun. Elles sécrètent des attitudes à travers lesquelles du sens est engendré, créé. À l'hôpital, le dispositif est tout autre. Le corps n'est pas pris en charge de manière familiale, affective, mais de manière professionnelle. Donc en fait, au sein de l'hôpital, le défunt reste un patient pris en charge par des soignants. De cette prise en charge, des relations qui s'établissent alors entre ces soignants et les proches du défunt, on sait peu de choses. De la mort à l'hôpital, on a peu d'images, peu de représentations sur lesquelles régler nos conduites, peu de modèles finalement auxquels on peut se référer. Autour des corps morts, aujourd'hui, règne encore une certaine opacité. Nombreux sont ceux parmi nous qui n'ont jamais vu de cadavre. Les veillées, qui étaient courantes autour des morts, sont devenues plus rares. La toilette mortuaire, enfin, et les différents gestes de préparation du corps sont pris en charge par des professionnels, souvent dans des espaces techniques interdits au public. Partant de ce constat, j'ai mené ma recherche en me centrant sur la prise en charge des corps, en m'intéressant en fait au parcours qui était suivi par le corps entre le décès et la sortie de l'hôpital. Donc avant de le décrire, je rappellerai brièvement ce qu'est une chambre mortuaire. La chambre mortuaire, en fait, c'est ce qu'on appelle plus communément la morgue, désigne cet espace hospitalier qui est conçu pour recevoir et conserver le corps des patients après leur décès et également pour accueillir les familles des défunts. Donc c'est l'un des 3 lieux dans lequel le corps peut demeurer entre le décès et les funérailles. En France, il y en a 3. Le corps peut être gardé à domicile, dans une chambre mortuaire, donc une morgue hospitalière, ou dans une chambre funéraire. Alors à ce moment-là, ce sont les services de pompes funèbres qui prennent en charge les morts, ce qui implique que ce séjour-là est payant. Au sein de l'hôpital, la chambre mortuaire est un service hospitalier à part entière, mais qui est isolé et stigmatisé. Donc un service hospitalier à part entière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il emploie un personnel spécifique, salarié de l'hôpital, les agents de chambre mortuaire. Ils sont aides-soignants, ils sont agents hospitaliers, ils peuvent aussi être infirmiers. Mais c'est également un service isolé et stigmatisé. En fait, c'est un monde à part, qui est tenu à l'écart, qui est souvent situé au fond des hôpitaux, et qui fonctionne en huis clos. C'est donc un service à part qui vit à la périphérie du monde hospitalier. Et c'est tout le paradoxe de cet endroit que d'appartenir à l'hôpital, tout en ayant une activité qui, en fait, n'a que peu de rapport avec l'activité soignante. Donc l'insertion de ce service au sein de l'hôpital est problématique et rend de ce fait difficile la reconnaissance des agents qui y sont affectés. Bien souvent, ceux-ci construisent toute leur vie professionnelle en marge des autres services et ils font toute leur carrière dans les chambres mortuaires. La place qui est faite à ces agents dans l'univers professionnel qui est le leur est caractéristique de la difficulté qu'a l'hôpital à assumer le fait qu'il est le principal lieu d'accueil de la mort. J'en reparlerai en évoquant l'histoire de cette profession et son évolution actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe après le décès? La prise en charge des défunts passe par une succession d'interventions qui va mobiliser plusieurs groupes professionnels.
donc le parcours des corps se décompose en plusieurs étapes. En salle de soins, il y a d'abord la signature du certificat de décès par le médecin qui marque l'entrée dans le processus de prise en charge. Par la suite, une toilette mortuaire est faite par des agents hospitaliers ou des aides-soignants, puis le corps est rapidement transporté à la chambre mortuaire. Ce passage-là, de la chambre de soins à la chambre mortuaire, marque une rupture. Et dans les gros hôpitaux, donc quand le nombre de décès est élevé, le transport est assuré par des brancardiers et il se fait toujours hors présence des familles. En général, le corps est transporté sur des brancards qui sont fermés, souvent passant par des couloirs souterrains. Les brancardiers déposent le défunt dans la chambre mortuaire, dans un environnement donc réfrigéré, ou bien ils le remettent directement aux mains des agents de chambre mortuaire et leur travail s'arrête là. Ensuite, le corps est pris en charge par les agents de la chambre mortuaire. Il faut savoir que les corps arrivent nus dans des draps qui sont noués aux deux extrémités. Et ils sont simplement dotés d'un bracelet d'identification qui va rester sur le corps. Le défunt sera mis dans le cercueil avec. Donc les agents découvrent le défunt et son identité en ouvrant le drap. Ce qui fait que quand ils prennent en charge un défunt, tout ce qu'ils savent de lui vient du billet. Les corps leur sont apportés en quelque sorte de manière anonyme et la réception se fait de même. Il est rare que les services appellent pour prévenir la chambre mortuaire de l'arrivée d'un patient. Et donc pour expliquer qui il est. Ce n'est que par la suite, lors de la rencontre avec la famille, que le défunt sera réinscrit dans son identité, dans son histoire. Les agents de la chambre mortuaire ont donc affaire à un corps. Ce qu'ils accueillent, c'est la mort dans toute sa matérialité. À leur arrivée dans la chambre mortuaire, ces corps sont préparés. Alors là, il s'agit de faire en sorte que le corps soit présentable pour la famille, donc de fermer les yeux, de fermer la bouche, de nettoyer des plaies s'il y en a, et puis de placer le corps entre des draps propres. Cette première étape de la prise en charge est systématique et elle incombe entièrement aux agents de la chambre mortuaire et les familles n'y assistent jamais. Donc, il faut savoir qu'une chambre mortuaire, c'est divisé en deux zones. Il y a une zone technique qui est réservée aux professionnels et puis une zone publique avec un bureau d'accueil, avec des salons de présentation où les familles peuvent venir se recueillir. Après cette première présentation, les prises en charge se diversifient et à partir de là, la chambre mortuaire s'ouvre à une série de professionnels extérieurs à l'hôpital. Alors des thanatopracteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun parce que ce serait trop long, mais des thanatopracteurs, des toiletteurs religieux, des employés de pompes funèbres, des policiers, des médecins légistes. Tous ces professionnels font leur entrée en scène et vont se relayer auprès du corps et se croiser et collaborer plus ou moins activement les uns avec les autres. Ce sont les agents de la chambre mortuaire qui coordonnent ces différentes opérations et ils ont également la charge d'accueillir les familles, de les renseigner, de leur permettre de se recueillir auprès du défunt. En faisant ce travail d'observation centré sur le parcours suivi par les corps, je me suis rendu compte qu'en fait, je prenais là un point de vue qui n'était pris par personne dans l'hôpital. De l'extérieur, on se représente la prise en charge d'un défunt par l'hôpital comme un tout. Et en fait, de l'intérieur, on s'aperçoit au contraire que cette prise en charge est éclatée, qu'elle est fragmentée, qu'elle est constituée d'une série de séquences d'actions qui sont isolées les unes des autres, et que personne n'a de vue d'ensemble sur la totalité du processus. Alors cette situation a évidemment des conséquences directes, notamment pour les familles, puisqu'elles doivent passer d'un service à un autre. Donc elles passent du service de soins à la chambre mortuaire, en passant par le bureau d'état civil pour toutes les formalités d'enregistrement du défunt, et à chaque fois, elles ont affaire à des interlocuteurs différents. Le caractère morcelé des prises en charge apparaît comme un des éléments les plus caractéristiques de l'organisation hospitalière. En fait, chacun travaille sous contrainte, mais sans avoir une conscience claire de celle qui pèse sur les autres. C'est donc un travail qui est un travail collectif, mais qui a pour caractéristique d'être segmenté. Et dans ce contexte, c'est le lieu chambre mortuaire, là où se déroule la plus grande partie de la prise en charge, qui fait figure d'espace unificateur. Dès lors, évidemment, les agents qui y sont affectés occupent une position centrale puisqu'ils sont les seuls à y demeurer en permanence, alors que les autres ne font qu'y passer et travailler ponctuellement. À une autre échelle, cet éclatement de la prise en charge des morts au sein de l'hôpital est la traduction, la manifestation d'une absence de gestion hospitalière de la question des décès. Ceux-ci ne font pas l'objet d'une organisation de soins spécifique. En fait, dès qu'on est dans le décès, on se situe dans l'après-médecine, en marge du soin et en dehors de ce qui est défini comme la mission de l'hôpital. Et quand on est dans une chambre mortuaire, on est donc à la fois dans un endroit central en ce qui concerne la mort, puisque un défunt sur deux y passe, et dans un endroit marginalisé de l'hôpital.
Ce qui donne une impression assez nette qu'on reçoit physiquement quand on entre dans ces lieux, que quand on est dans ces locaux, on est décentré et cet espace ne semble pas conçu pour qu'il s'y passe des choses importantes. Cette sensation produit aussi chez les agents la perception, qui est souvent mal vécue, d'être considérés, et là je les cite, comme des moins que rien, comme d'être traités comme la dernière roue du carrosse. Il y a l'impression d'un isolement, d'une marginalisation qui prend parfois une forme de sorte de désancrage institutionnel. C'est-à-dire que ces agents ont peu de contact avec les autres services. L'encadrement hiérarchique est peu présent, il est souvent plus administratif que réel. Et en fait, au quotidien, ils tissent beaucoup plus de liens avec les intervenants extérieurs, avec les employés de pompes funèbres, avec les thanatopracteurs, qu'avec leurs collègues hospitaliers. Et pour certains, il est très net qu'ils se sentent appartenir à un milieu mortuaire, plus qu'à un milieu hospitalier. D'autres, au contraire, sont très attachés à leur identité d'hospitalier, à leur blouse blanche et à la mission de service public qu'ils servent. Donc il y a des différences d'identité de métier. Et pour les comprendre, il est nécessaire de revenir à la genèse de cette profession. Et on va voir que celle-ci est intimement liée à l'usage des corps morts par la médecine. Cette fonction hospitalière s'est en effet créée avec la naissance de la médecine anatomo-clinique, c'est-à-dire avec le développement de la pratique systématique des autopsies. Les autopsies ont été au fondement de l'édification de la médecine scientifique. En fait, ce sont grâce aux autopsies qu'on a pu corréler des lésions anatomiques qui étaient visibles à l'ouverture des cadavres avec les symptômes que les patients exprimaient de leur vivant. À partir de là, la maladie trouve sa cause dans les altérations des organes. Et les pathologies sont définies, circonscrites, en étant localisées dans le corps. Elles ne se dévoilent évidemment qu'à l'investigation post-mortem. La pratique de l'autopsie devient donc fondatrice, elle prolonge toute l'observation clinique et devient le lieu d'apprentissage du geste et du regard médical. Là, je vous renvoie à Michel Foucault, un naissance de la clinique, où il explique bien tout ça. C'est le fameux mot d'ordre de Bichat qui dit, là je le cite, « Quelle observation si l'on ignore là où siège le mal. Vous auriez pendant 20 ans pris du matin au soir des notes au lit des malades sur les affections du cœur, du poumon, des viscères gastriques, etc. Tout ne sera pour vous que confusion dans les symptômes qui, ne se ralliant à rien, vous offriront nécessairement une suite de phénomènes incohérents. Ouvrez quelques cadavres, vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que jamais la seule observation n'aurait pu dissiper. » Alors les garçons d'amphithéâtre, on les a longtemps appelés comme ça, sont directement issus de cette période, c'est-à-dire de ce moment où l'hôpital est devenu le lieu d'édification de la médecine, à la fois en tant que science et en tant que pratique. Jusque-là, l'hôpital était essentiellement un lieu d'accueil des populations pauvres, démunies, un lieu d'hébergement. À partir du tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, il se médicalise, il devient l'espace de soins qu'on connaît aujourd'hui, cette machine à guérir, pour reprendre l'expression de Tenon, et il devient aussi un lieu de production du savoir médical et un lieu de formation des médecins. Les morgues se sont alors considérablement développées pour devenir un service à part entière. C'était en quelque sorte à ce moment-là les coulisses des salles de soins, là où s'effectuait l'autre moitié de l'observation clinique qui se faisait au lit des malades. Ces services ont nécessité la présence d'un personnel permanent, les garçons d'amphithéâtre. Et souvent, ces garçons d'amphithéâtre étaient logés dans l'hôpital, ils assistaient régulièrement les médecins pour leurs autopsies et ils préparaient les corps. Certains d'entre eux finissaient même par acquérir de bonnes connaissances en anatomopathologie et ils étaient très utiles, ça on le lit dans certains mémoires de médecins, aux jeunes étudiants et aux jeunes médecins qui bénéficiaient de leur savoir-faire et de leurs compétences techniques. Au cours du XIXe siècle, l'importance de cette fonction n'a fait que croître et j'en donnerai un tout petit exemple. Il y a l'assistance publique en fait, de Paris. À la fin du XVIIIe siècle, s'est créée une amicale des garçons d'amphithéâtre. Et pendant 100 ans, c'est cette amicale qui a organisé, en fait, c'était une amicale d'autostructuration de la profession entière. Donc, elle n'a été dissoute que très récemment, en fait, en 1997. Donc, les agents de chambre mortuaire avaient leur sorte d'autonomie administrative de gestion à huis clos. Donc, ces garçons d'amphithéâtre étaient alors en relation étroite avec les médecins, puisqu'ils les voyaient tous les jours, et donc directement reliés au travail médical, profondément insérés dans l'hôpital. C'est cette situation qui a totalement changé au cours du XXe siècle et plus nettement encore dans la deuxième partie du XXe siècle. Deux évolutions majeures ont transformé le statut du corps mort dans la médecine. Alors la quasi-disparition des autopsies
et le développement de la pratique des greffes. Et en fait, ces deux évolutions ont eu des répercussions directes sur le travail en chambre mortuaire. Je dirais rapidement un mot de chacune d'elles. Au cours du XXe siècle, la pratique de l'autopsie s'est considérablement réduite. En fait, au début du siècle, presque tous les défunts des hôpitaux étaient autopsiés. Et aujourd'hui, il y a moins de 1% des défunts qui sont autopsiés. Donc c'est un geste qui a presque totalement disparu. Il sera sans doute question cet après-midi dans l'atelier sur la médecine légale. Je précise qu'il faut distinguer deux types d'autopsie. L'autopsie médico-légale ou judiciaire, qui est ordonnée par la justice afin de rechercher les causes du décès. Et là, les familles ne peuvent pas s'y opposer. Et puis, l'autopsie médico-scientifique, qu'on appelle aussi autopsie clinique, qui s'effectue là dans les chambres mortuaires des hôpitaux et qui est faite par un médecin ou un anatomopathologiste. Donc en fait, ce sont ces dernières autopsies qui ont connu un véritable déclin. Il y en a aujourd'hui peut-être 600, 700 par an sur les 540 000 décès en France, donc c'est vraiment pas beaucoup. Cette baisse du nombre d'autopsies est liée bien sûr au développement des techniques médicales, notamment de l'imagerie médicale, avec la diffusion des scanners, des échographies, des IRM, et puis au développement des analyses de laboratoire, à la pratique de la biopsie. Donc elle a commencé dès le début du XXe siècle pour s'accélérer progressivement. C'est un phénomène général qui ne concerne pas seulement la France, qui est un phénomène général aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, tout ça. Et par exemple aux États-Unis, en 1968, il y avait jusque-là une norme qui obligeait les hôpitaux à pratiquer au moins 20% d'autopsie pour garantir le bon fonctionnement des hôpitaux. Cette norme-là est abandonnée en 68 et ce n'est pas un hasard puisque 68 est aussi l'année, et ça on va le voir, où une nouvelle définition légale de la mort est adoptée qui va permettre la pratique de la greffe. Donc c'est toute l'appréhension du corps mort qui se transforme, qui change. En France, la baisse du nombre d'autopsies s'est accélérée avec des lois de bioéthique de 1994, puisque à partir de ces lois, le consentement du patient pour une autopsie doit être recueilli, soit de son vivant, soit auprès de sa famille. Avant, il y avait un consentement présumé, donc ça dispensait les médecins de faire une démarche auprès des familles. À partir de 1994, il y a un principe de consentement explicite qui rend cette démarche nécessaire et évidemment ça a constitué un frein puisqu'en pratique, les médecins ne faisaient pas la démarche d'aller demander aux familles. Et donc pour certains, il y a là un vrai problème de santé publique, non seulement par rapport au progrès de la médecine, par rapport à la formation des praticiens, mais dans les écoles, dans les formations de médecins, ce qui était à peu près, ce qui était courant, c'était d'avoir une sorte d'initiation à l'autopsie. Maintenant, ça a disparu dans plusieurs écoles. C'est-à-dire que cette pratique initiatique par excellence n'est plus obligatoire. Mais ça pose aussi un problème par rapport à une problématique de sécurité sanitaire, de veille sanitaire. L'abandon des vérifications des causes exactes de la mort que permet l'autopsie mettrait, selon certains, en danger notre système d'alerte épidémiologique. Et donc, dans cette perspective, l'abandon de l'autopsie ne serait pas un signe de modernité, mais au contraire, un facteur de régression scientifique. Il y aurait dans les nouveaux rapports au corps mort qui sont apparus avec les greffes, où on préfère parler du respect dû à la personne morte, on parle moins de cadavres. Il y a toute une sémantique qui accompagne cette évolution. Il y aurait là non pas une avancée humaniste, mais une nouvelle forme de refoulement de la mort dans toute sa matérialité. Et la deuxième grande évolution qui a marqué la médecine et qui contribue à transformer nos représentations du corps mort, c'est la possibilité de faire des greffes d'organes, donc de prélever sur les cadavres des éléments qu'on va implanter sur un autre corps. Cette possibilité ouvre donc des perspectives inédites qui ont obligé à redéfinir les limites de la personne, les limites du corps, et à construire une nouvelle définition légale de la mort. Puisque jusqu'en 68, le critère légal de la mort reposait sur le constat de cessation de l'activité cardio-respiratoire. En fait, le cœur ne bat plus, la personne ne respire plus. Et à partir de 68, c'est le constat de l'arrêt des fonctions cérébrales, donc l'encéphalogramme plat, qui va prévaloir, ce qui laisse la possibilité de maintenir artificiellement la circulation sanguine et le système respiratoire, de façon à entretenir le fonctionnement d'organes qui doivent continuer à être irrigués pour pouvoir être prélevés. Alors en France, la reconnaissance de la mort cérébrale est introduite dans le droit par une circulaire qui date du 24 avril 1968 et qui autorise donc les prélèvements d'organes chez des sujets dits en état de coma dépassé. Ça, c'est la première manière dont on a appelé la mort cérébrale, qui est liée à l'invention du respirateur artificiel qui a permis cet état-là. Et la première greffe du cœur a été pratiquée le 27 avril 1968, soit 3 jours après la publication de cette circulaire qui reconnaissait le droit
de prélever des organes sur ces patients. Donc pour certains, le fait que le changement de la définition de la mort ait coïncidé avec le geste médical est troublant, et ça a ouvert une ère de doute quant au bien fondé de certains gestes techniques. C'est toute la question jusqu'où a-t-on le droit d'aller avec toute l'ouverture des problématiques éthiques. Donc là, on entre dans le domaine de la biomédecine, où le corps commence à être profondément transformé par la médecine, ce qui fragilise le rapport qu'on a à nos limites. La naissance, la mort, ça paraissait des bornes immuables qui définissaient la personne humaine. Et avec la possibilité de maintenir vivant, entre guillemets, dans un corps mort, des organes, des parties de la personne, ça crée un trouble et ça rend moins nettes les frontières qui séparent le mort du vivant. À partir de là, le statut juridique du corps doit être redéfini en étant dissocié du statut juridique de la personne. Donc ces deux transformations de l'usage des corps par la médecine ont eu des conséquences directes sur le travail de prise en charge des morts dans les chambres mortuaires. Avec la quasi-disparition des autopsies, les médecins ont déserté les morgues. Donc ces lieux sont à partir de là devenus isolés. En quelque sorte, ils ont été oubliés par l'hôpital et par les médecins, placés à la marge du soin. Les agents ont été obligés de renoncer à une partie importante de leur identité professionnelle et de leur savoir-faire. En fait, ce qui constituait la part la plus importante de leur activité, donc le travail sur les corps morts, s'est trouvé considérablement réduite. Donc en fait, certains agents avaient l'habitude, quand ils sont entrés dans le métier, de passer toute la matinée en salle d'autopsie. Il y avait 3-4 autopsies par jour. Ils se sont progressivement sentis dépossédés de ce qui faisait le cœur de leur travail. Et on est actuellement dans une période de transition où donc leur travail et leur identité professionnelle se redéfinissent. Dans les équipes, il y a aujourd'hui des générations d'agents différentes et avec des conceptions du métier différentes. Il y a donc une ligne de fracture entre ceux qui ont 20-30 ans de carrière et pour qui le savoir-faire reposait sur les cadavres, et puis ceux qui sont plus récemment arrivés et qui revendiquent une identité fondée sur le volet relationnel du travail, donc sur l'accueil des familles. Le rôle d'agent tend à se redéfinir en se réaxant sur l'aspect relationnel, sur le soin au sens large. Et depuis la fin des années 90, on assiste parallèlement à un début de féminisation d'un métier qui était complètement masculin jusque-là. Donc ça va avec ce réaxage vers le volet. On pourrait s'interroger, il y a toute une histoire de genre à interroger là. Voilà. Et puis parallèlement, il y a une revalorisation timide qui se dessine, puisque depuis 2007, ce sont des aides-soignants maintenant qui sont dans les chambres mortuaires. Mais on constate que malgré cette revalorisation, il reste quand même coupé des dynamiques organisationnelles des autres services. Il y a actuellement, depuis 2005, les hôpitaux fonctionnent en mettant en place des pôles d'activité avec des groupes de travail qui doivent être transversaux. Et bon, il y a plusieurs thématiques, mais il y a des thématiques sur la douleur, la prise en charge de la fin de vie et de la mort. Or, on constate que les agents des chambres mortuaires sont rarement conviés à ces groupes transversaux. Et en fait, ce que la difficile restructuration du rôle des agents en chambre mortuaire met en évidence, c'est le caractère multidimensionnel du corps mort dans un hôpital et la complexité qu'il y a à faire coexister ces différents statuts. Alors, un corps mort dans un hôpital, c'est quoi? C'est à la fois un patient décédé, donc là, c'est également, donc là, on conçoit que ça se passe en marge des services de soins, c'est également une matérialité à gérer, donc qui peut être appréhendée sous un double aspect, c'est un corps à évacuer, mais c'est aussi un ensemble d'organes qui peut être utile à la médecine, soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue thérapeutique. Et enfin, un corps mort à l'hôpital, c'est un défunt. Donc une famille à accueillir, à accompagner. Et là, c'est toute la dimension relationnelle de la prise en charge des morts qui est convoquée. Alors en fait, ces différentes dimensions s'entremêlent sans cesse, elles coexistent, souvent sans bien se lier et parfois en s'ignorant même radicalement les unes des autres. Elles entrent aussi de temps en temps en contradiction quand l'hôpital demande une autopsie, donc à ce moment-là, il appréhende le mort sous un angle scientifique et que la famille s'y oppose parce qu'elle souhaite préserver l'intégrité d'un corps qui est alors vu comme indissociable de l'identité de la personne. À une autre échelle, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, c'est au moment où, d'une certaine façon, la médecine n'avait plus besoin des corps que les morts ont afflué à l'hôpital, dans ces fameuses années 70. Donc à partir de là, les agents des morgues ont eu à remplir une toute autre fonction, mais dans des conditions assez étranges, puisqu'au sein de leur univers de travail, ils avaient perdu ce qui faisait le cœur de leur identité de métier, et parallèlement, leur rôle, qui était de fait profondément transformé, n'a pas été redéfini. Donc d'un côté, le métier s'était vidé de sa substance, et d'un autre, l'hôpital devenait le premier lieu d'accueil de la mort, mais sans en prendre la mesure. C'est-à-dire, en fait, en continuant à être fondamentalement structuré
comme un lieu de soins. Et du fait d'une non prise en compte de ce phénomène, en fait, tant au niveau des directions hospitalières qu'à un niveau national, en fait, à l'échelle nationale, les agents des chambres mortuaires ont été longtemps en première ligne pour affronter les effets de ce paradoxe, tout simplement parce qu'ils étaient de fait situés là où ça se passait, c'est-à-dire dans les espaces mortuaires hospitaliers. En fait, tout se passe comme si la société avait délégué à l'hôpital le soin de prendre soin de ses morts et qu'à son tour, l'hôpital avait délégué aux chambres mortuaires cette tâche. Ils se sont ainsi trouvés en situation d'être des acteurs centraux dans l'accueil des morts en France, sans avoir les moyens et les ressources pour remplir cette fonction, c'est-à-dire sans être professionnellement reconnus, ni mandatés, ni formés pour cela. Il y a là évidemment une situation de crise pour une profession qui est déchirée entre un héritage qui souvent reste silencieux, en fait l'histoire de cette profession n'a jamais été écrite, et une nécessaire restructuration. Alors cette situation renvoie directement à un déficit de prise en charge politique de la gestion de la mort par l'hôpital, puisque c'est en quelque sorte par défaut que l'hôpital a eu à prendre en charge, à partir de la fin des années 60, la gestion de la fin de vie et l'accompagnement de la mort. Par défaut, ça veut dire qu'il n'était pas aménagé pour ça, mais les conditions de prise en charge des malades, du fait du développement d'une médecine qui est devenue très technique, passaient par l'hospitalisation. Mais à l'échelle de la société, rien n'a été pensé pour organiser l'hôpital comme lieu d'accueil de la mort, alors même qu'il le devenait. Sur un autre plan, et je terminerai là-dessus, en fait, la question de la prise en charge des morts dans notre société va être amenée à se transformer, à se poser très différemment, puisque dans les années à venir, il va falloir faire face à une évolution démographique importante. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça j'avais dit, le nombre annuel des morts était resté assez constant, environ 540 000 morts depuis environ une cinquantaine d'années. Or, dans les prochaines décennies, il faudra au contraire s'attendre à une hausse importante du nombre des morts, puisque les projections démographiques, ça c'est ce que je vous ai mis là sur la courbe en pointillé, prévoient qu'en 2060, la France devrait compter 770 000 décès, et non plus 540 000, ce qui fait une augmentation de 50% du nombre des morts. Donc cette augmentation va nécessiter un réaménagement, voire une refondation des structures d'accueil et du personnel. Or, pour le moment, on constate dans ce domaine un déficit d'anticipation. En fait, l'hôpital moderne s'est construit contre son image de mouroir. On y entrait pour y mourir, et à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on y entre pour en sortir guéri. On conçoit dès lors que le fait que l'hôpital soit amené à redevenir un lieu d'accueil de la mort apparaissent comme un mouvement paradoxal, problématique. Et dans ce contexte, ce à quoi on assiste actuellement, à travers les changements qui touchent directement au travail et à l'identité de ces agents, c'est aux prémices d'une réorganisation en profondeur des rapports entre l'hôpital, la médecine et la mort. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ta présentation qui nous donne maintenant un autre aspect de la question du mourir, notamment à l'hôpital, et des rôles professionnels qui prennent, donc les professionnels qui prennent en charge la mort dans sa matérialité notamment. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Est-ce que vous avez constaté des différences dans cette prise en charge fractionnée selon l'âge du cadavre ou défunt, enfin, selon comment on pourrait l'appeler, à savoir si par exemple le défunt est un enfant, un adulte, une personne âgée, est-ce qu'il y a des différences? Oui. Alors, il y a énormément de différences. Par exemple, il y a tout un travail qui a été fait autour de la mort périnatale, et ça aussi, je crois qu'il y a un atelier qui va y être consacré cet après-midi. Alors là, il y a une sensibilisation tout autre qui est faite, et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, il y a une féminisation de la profession, et c'est vrai que dans les hôpitaux pédiatriques, c'est souvent dans les chambres mortuaires des femmes qui sont là, donc voilà, il y a toute cette question. Maintenant, dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé, qui étaient des hôpitaux plus généralistes, l'attention se fait au cas par cas, c'est-à-dire que quand ils ouvrent un drap et que la personne est jeune, oui, l'implication n'est pas la même. Voilà. Ce que je dirais aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi une différence dans la manière d'appréhender. C'est-à-dire, les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé, il y a un effet de nombre. Hein. Les défunts arrivent en masse, donc il y a une sorte
voilà, d'anonymation, oui, c'est plus anonyme. Et plus, au début, je me suis dit que les agents les plus aguerris seraient les agents les plus vieux. Et en fait, les agents me disaient, plus on vieillit, plus c'est dur. Parce qu'on prend la mesure, plus on est âgé, plus on prend la mesure de ce que ça représente dans une vie que de perdre un défunt. Donc, il y a les deux. Il y a une différence d'accueil suivant l'âge du défunt, une différence de prise en charge de la famille. Ils consacrent plus de temps à des familles qui en ont plus besoin. Et puis, il y a aussi une différence de sensibilité qui s'aiguise, finalement, avec le vieillissement des professionnels dans les chambres mortuaires. Merci. Je voulais savoir s'il n'y avait aucune possibilité, ou s'il y avait des exceptions de prise en charge de la famille dans les toilettes mortuaires, dans la prise en charge dans cette sphère. Vous avez dit qu'il y avait un côté qui n'était pas public. Ouais, alors c'est typiquement là où on rencontre en fait les problèmes de difficulté d'organisation liés à ce que c'est que faire un deuil et accompagner un défunt. Alors les situations les plus critiques, c'est des situations où les défunts sont jeunes. En particulier, justement, quand il y a des morts d'enfants ou des morts de nouveau-nés. Il y a eu une famille qui témoigne, puisque j'ai fait tout un travail sur les lettres qui ont été adressées après aux agents, de la difficulté qu'ils ont eue quand les brancardiers sont venus et qu'on leur a dit « vous ne pouvez pas accompagner le corps ». Ça se passe voilà, dans des endroits par lesquels vous ne pouvez pas passer. Ça se négocie au cas par cas, en fonction aussi de la taille des établissements. Donc, en général, c'est pas tellement possible, mais dans les établissements pédiatriques, il y a tout un travail qui est fait là. Mais c'est vrai que c'est pas prévu comme ça. Et donc là, on se heurte à toute l'organisation. Et par contre, à partir du moment où le corps a été préparé, donc les familles ont parfois le droit d'entrer dans ces zones plus techniques quand elles désirent, et ça arrive, faire elles-mêmes l'habillage. C'est rare, mais ça arrive, et à ce moment-là, il y a des collaborations qui se mettent en place. Alors, ça gêne un peu le travail des agents parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est vrai que manipuler un corps devant les familles, c'est pas la même chose que de le manipuler entre soi. Mais là, il y a des possibilités. Et puis également, autour de la toilette rituelle, il y a parfois toute une partie de la famille. Alors, les toilettes rituelles, c'est dans la religion juive et la religion musulmane. Alors, ce sont toujours des femmes qui font les toilettes des femmes, des hommes qui font les toilettes des hommes. Et dans la religion musulmane, j'avais assisté une fois à la venue de tout un groupe d'hommes, donc des oncles, des frères, qui participaient à la toilette. Donc oui, ça, il y a des aménagements quand les familles désirent être là. J'aurais voulu savoir, est-ce que ce service est ouvert la nuit ? Oui. Est-ce que ce service est ouvert la nuit ? Non. C'est même, il est fermé la nuit. Par contre, il y a des exceptions, il y a des ouvertures, mais ça se fait, c'est pareil, c'est l'administrateur de l'hôpital qui décide à ce moment-là, quand certaines familles demandent à faire des veillées nocturnes. Donc là, la chambre mortuaire peut leur être ouverte, mais c'est exceptionnel. Et c'est pas du tout prévu habituellement. Donc, sinon, les heures d'ouverture sont des heures d'ouverture de jour. Alors, justement, alors comme ça bouchonne un peu, parce que malheureusement, il meurt aussi en fin d'après-midi et quelquefois en début de soirée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces corps qui bouchonnent un peu, qui restent dans les étages alors qu'ils ne devraient pas y être ? Alors, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que soit les corps arrivent dans la journée quand les agents de chambre mortuaire sont là et ils les prennent directement en charge, il y a juste un changement de chariot. Soit les corps arrivent quand les agents de chambre mortuaire ne sont plus là. Et à ce moment-là, les brancardiers les installent dans les espaces réfrigérés, qui sont soit des espaces collectifs, donc là, ils mettent simplement le brancard dans une chambre froide. Ils n'aiment pas qu'on dise chambre froide, ils préfèrent... Parce que ça... Voilà, ça... Mais... ou alors, ce sont des casiers individualisés. Et à ce moment-là, ce sont les brancardiers qui ont la charge de les placer dans un casier et de noter avec un système de feutre de couleur pour que les agents, quand ils arrivent le matin, voient tout de suite sur les tableaux quels sont les défunts qui sont arrivés dans la nuit. Et puis après, il y a quelques exceptions. Des fois, ils laissent juste le chariot, s'ils sont arrivés peut-être une heure avant. De temps en temps, le chariot est juste là. Ça veut dire que dans les services, vraiment, on s'en débarrasse, quoi. Exactement. C'est ça que je disais. Quand je disais les services appellent très rarement pour prévenir. Alors ça arrive, mais c'est rarissime. Et par contre, quand le corps arrive dans un état vraiment trop déplorable, il arrive que les agents de chambre mortuaire appellent le service en question, puisque ça figure sur le bracelet d'identification, pour dire, écoutez, non, là, c'est pas possible, respectez la personne et respectez aussi le travail des gens qui viennent derrière vous. Donc, ils vont de temps en temps faire cette démarche-là, mais d'une manière individuelle et exceptionnelle.
Pour rester dans les questions pratiques, pour être sûr aussi de bien comprendre, si j'ai bien compris, vous dites que dans ces lieux, il y a maintenant un espace aussi vraiment justement d'accueil des familles, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas confrontés aussi à des problèmes purement de locaux? Parce qu'on avait une approche historique qui était collective, où on entasse voilà, les morts à cet endroit-là. Si on commence à accueillir les familles, à organiser des veillées, comment est-ce qu'on se débrouille? Est-ce qu'ils ont assez de place? Oui, alors, ils se débrouillent. Alors, en fait, c'est pour ça qu'ils ont séparé les chambres mortuaires en 2 zones, vraiment très distinctes. Cette zone technique avec tout ce qui est l'espace de conservation et puis les techniques, les préparations faites par les professionnels. Quant à la zone publique, ce sont des petites salles qui sont aménagées alors il y a une petite salle d'attente, enfin là, ce que j'ai vu, c'est souvent pas très conçu pour, non, mais avec un petit bureau d'accueil où les familles viennent. Et en général, c'est assez rapide, moi c'est ça qui m'a étonnée, c'est-à-dire que quand elles viennent se recueillir auprès du défunt, on les accueille, ensuite elles attendent en chambre mortuaire, le corps est transporté et placé dans le salon de présentation pour qu'elles ne voient pas en fait le corps se déplacer, entre guillemets, il y a aussi toute cette... Et puis ensuite elles vont auprès du défunt et quand elles ont terminé, mais ça dure souvent très peu de temps, 5 minutes, elles n'ont pas tellement les moyens de se réapproprier les lieux. Et ça, c'est ce que les agents souvent regrettent, en disant, moi j'aimerais bien qu'ils prennent le temps de venir même en famille, qu'il y ait un espace de restauration digne de ce nom, pour qu'ils puissent attendre les uns les autres. Ça, c'est pas conçu du tout. Donc on est vraiment matériellement, par rapport à ce que disait Madame ce matin, on est dans l'accélération maximale. Oui, sans compter qu'il y avait aussi une certaine pression de la part des hôpitaux pour faire en sorte que les corps soient pris en charge par les pompes funèbres, puisque ça les arrangeait. Et ça, par contre, c'est le législateur qui, en France, a tranché. C'est-à-dire qu'à partir... Les pompes funèbres se sont considérablement développées à partir des années 70. C'est-à-dire, avant, il n'y en avait pas. Je crois qu'il y en avait une en 68. Maintenant, j'ai plus les chiffres, mais il y en a plusieurs milliers. Et il y a eu là une décision du législateur de dire quand les hôpitaux accueillent plus de 200 décès par an, une chambre mortuaire digne de ce nom est obligatoire. En deçà, c'est au choix de l'hôpital. Il y a des toutes petites établissements de soins qui ont 50 décès par an, qui ont fait le choix d'en avoir une, pour que les familles ne soient pas très vite coupées. D'autres, non. Mais après 200 décès, c'est obligatoire. Donc il y a un seuil. J'ai encore une question. Est-ce que vous nous avez parlé de l'exemple français, mais est-ce que c'est le même cas ici, par exemple, si on parle du CHUV, est-ce que c'est les mêmes pratiques? Alors je ne sais pas du tout, justement, ça c'est une question qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a également une loi qui oblige les établissements à avoir au-dessus d'un certain seuil une chambre mortuaire ou non? Je ne sais pas. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, en fait, la pratique c'est de faire prendre en charge par les pompes funèbres directement. C'est-à-dire cet espace-là, dont j'ai parlé, qui est un espace de prise en charge des morts au sein d'une institution de soins, il n'existe pas. Donc mais par contre, ici en Suisse, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, par expérience ou dans leur pratique, ont été confrontés. Mais c'est symptomatique aussi du fait qu'on ne sache pas. Personne n'a de réponse. Je ne connais pas le détail, mais à ma connaissance, en Suisse, les morts ne séjournent pas longtemps dans les institutions de soins. Elles sont effectivement confiées aux pompes funèbres. Et ce qui est extrêmement frappant dans ce que vous racontez là, c'est qu'effectivement, comme c'est l'État, c'est l'hôpital, voilà comment l'État traite la majorité de ces morts. Ça donne à penser. Oui, absolument. Alors, il y a évidemment, alors ça je ne l'ai pas évoqué, mais il y a tout l'aspect économique derrière. Puisque, en fait, à l'hôpital, systématiquement, les 3 premiers jours du séjour sont gratuits. Et ensuite, ça dépend des hôpitaux. Alors, par exemple, dans les hôpitaux de la PHP à Paris, de l'assistance publique, c'est systématiquement gratuit pour la totalité du séjour. Sachant que les défunts, ils restent 6 jours maximum, jours ouvrés. Alors que pour les pompes funèbres, c'est des services qui sont payants, tout est payant. À l'hôpital, les mises en bière, l'habillage, tout ça est gratuit pour les familles. Moi, j'ai pas de connaissance de la situation suisse en général. Ce que je sais, c'est où j'ai travaillé. En fait, ce qui se passait notamment en médecine ou en soins palliatifs, la première toilette est effectuée dans le service où le décès a eu lieu. Ensuite, on descend la personne qui est décédée dans une morgue. Et puis, à ce moment-là, c'est les services privés de funéraires qui s'en occupent. Il y a un temps où on peut admettre les familles. À ce moment-là, il y avait un système de rideaux. Enfin voilà, il y avait possibilité pour les familles qui souhaitaient venir à la morgue à ce moment-là de voir la personne décédée, mais ils étaient pris. Ces agents dont vous parlez, moi je n'en ai jamais rencontré.
Merci. En fait, dans les petits établissements, il y a parfois des agents qui sont polyvalents, qui font 50% de leur service en soins palliatifs et 50% de leur service en chambre mortuaire. À ce moment-là, le suivi est encore tout à fait différent, puisqu'ils connaissent les patients et les familles. Voilà, je vous propose qu'on en reste là. Merci encore Judith Bock.